Bonjour, bonsoir, c'est vous qui voyez, on est dans le récap film de juin, et ce mois-ci, j'en ai vu 3. Je vais pas commencer par le premier que j'ai vu, parce qu'il y en a un que j'ai besoin de dézinguer d'abord. Godzilla 2, le roi des monstres, réalisé par Michel Doughety, ce film me fait faire un grand écart mental, parce que il fait des choses hyper épiques, hyper cool, et d'un autre côté il fait des trucs que je déteste, et que j'ai détesté. Déjà, il y a 2 films dans le film. Il y a la partie avec les humains qui a juste décidé d'esquiver tout ce qui aurait pu être intéressant ou neuf. On était à ça d'avoir une bonne idée au début. Il a failli quand on est sur un conseil d'état où ils essayent de définir le statut des titans, des monstres géants, parce que c'est le deuxième Godzilla. Après le premier, on a compris qu'il y avait des titans et des monstres gigantesques qui peuplent déjà la Terre. Est-ce qu'on a pu avoir un truc intéressant? Une nouvelle perspective sur l'humanité? Non! Non, 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 oh là là! On n'est pas payé pour ça, hein! Non, non, à part ça, on va sortir des clichés bien cons, bien préconçus, soit c'est nos toutous, soit on est les esclaves des monstres. Waouh! Vous aviez aucune autre idée? Rien! Et ça, c'est un exemple du premier truc que je déteste dans le film. Il est tellement, tellement, tellement humano-centré. Enfin, je veux dire, on est quand même au centre de tout ce qui se passe constamment. Il y a que moi que ça choque que des monstres de milliers d'années, plus grands que des gratte-ciel, qui se fightent contre d'autres monstres de millions d'années, plus grands que des gratte-ciel, remarquent, s'intéressent, reconnaissent et essayent de communiquer avec ces espèces de machins qui grouillent au sol et qui voient partout. Non, non, ces trucs, ils s'en battent les couilles de nous. Le pire, c'est que c'est confirmé dans le deuxième film, la partie avec les monstres. Alors, cette partie, ok, visuellement, elle est ouf. Les monstres ont un aspect réaliste incroyable, les échelles sont complètement folles, ils sont beaux de manière générale, sauf les jambes de Godzilla. Les combats sont dantesques, les destructions astronomiques hyper bien faites, mais ils ont fait un deuxième truc que je déteste peut-être plus que le premier. Il a un sous-texte biblique qui, à ce niveau-là, c'est même plus du sous-texte. Et le pire, c'est que ça vient gâcher le seul point intéressant de background qu'ils avaient un peu réussi à essayer de mettre en place. On nous explique rapidement, à un moment donné, parce qu'il faudrait pas que ça devienne intéressant, que les premières civilisations ont pris ces monstres géants de plusieurs centaines de mètres qui semblent utiliser les éléments, puisqu'on en a un qui utilise la foudre, un autre qui utilise l'air ou le feu, c'est pas très clair. Un autre, son pouvoir c'est l'eau et la vie, un peu. Et puis Godzilla, le nucléaire. Étaient vénérés comme des dieux. Les premières religions qu'ont eu les premiers humains en quelque sorte, les premières civilisations. Ce qui était pas con, ce qui était plutôt une bonne idée même. Seulement voilà, Godzilla, c'est Raptor Jésus géant. Vous me croyez pas? Attention spoiler. Ce sont nos péchés, guerre, pollution, essais nucléaires, etc., qui ont réveillé les titans, qui nous attirent les calamités, la punition divine en quelque sorte. Pire encore, nous réveillons Ghidorah, qui est le méchant du film, qui est un autre titan alpha, alter ego et seul rival de Godzilla, qui veut devenir le roi des monstres. Cependant, Ghidorah ne vient pas de la Terre, c'est un extraterrestre, donc c'est un faux roi des juifs, des monstres pardon, excusez-moi, uniquement là pour détruire l'humanité. Ça alors, quelle surprise! Un faux prophète, sauveur, pardon, oh là là, décidément. D'ailleurs, à un moment, il va faire une pose de méchant sur un volcan en éruption face à une croix chrétienne. Non, si jamais tu voulais être discret sur le fait que ce soit l'antéchrist, hein, fallait nous prévenir, hein, parce que là, c'est pas le cas. Surtout que le pire, c'est que cette scène, c'est le point de vue d'une caméra de sécurité de l'organisation qui est chargée de surveiller les titans. Ce plan n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, il y a personne qui s'est dit GG, tu peux décaler la caméra de 10 cm, s'il te plaît, parce qu'il y a une putain de croix chrétienne au milieu qui cache un tiers de l'écran. Allô, Dimitri non. Puis voilà, on a Godzilla, seul opposant à l'antéchrist, je rappelle, hein, condamné et mis à mort par les États-Unis, qui sont donc une représentation moderne des Romains, puisque en quelque sorte ce sont les représentants de l'humanité, Amérique. Hein. Donc mis à mort devant témoins par une bombe à oxygène. Ça remplacera la lance. Après être resté quelques jours dans une grotte sous-marine, ok. Puis d'ailleurs c'est l'Atlantide, hein, au point où on en est. Godzilla ressuscite avec l'aide du sacrifice d'un japonais et de la bombe nucléaire.
Vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein? Quelle ironie! Venant d'un film américain. Et donc, Godzilla ressuscite parce qu'il a les pouvoirs du nucléaire. Il revient, il pète la tronche à Ghidorah, donc l'Antéchrist, pour devenir le roi des Juifs. Des monstres, pardon. Oh là là, décidément, ça veut pas. Hein. Pour nous sauver de nos péchés. Ça met fin à la guerre, puisque plein de monde est mort, les déserts reboisent, les océans se nettoient. Donc on a donc Godzilla qui se bat contre l'Antéchrist, qui meurt de la part de l'autorité des humains, et ressuscite pour nous sauver de nos péchés. Je sais pas quoi dire. Et en plus, vu que les Titans étaient considérés comme les premiers dieux de l'humanité, et que Godzilla c'est le roi des Titans, ça veut dire que c'est aussi un peu le roi des dieux, donc le seul vrai dieu, donc toutes les autres religions sont hérétiques. Est-ce que vous saisissez ce qui me titille un peu là, hein? Et là, il s'agit pas de symboles ou de croyances, hein, parce que croire à la rédemption, croire à la providence, dans les films, ça on sait faire, hein. Bref, je passe beaucoup trop de temps à parler de ça. Parlons musique et son. J'avoue, je suis un peu déçu des cris des Titans. S'ils arrivent à être assez exotiques et assez organiques, ça c'est plutôt pas mal. Ils sont pas du tout imposants ou immenses. Conjugués à un second problème de sound design, les sons violents et les cris sont pas assez forts. Et oui, vu que le film est tout public, parce qu'il faut dire l'évangile aux petits-enfants, hein maintenant. Il faut pas trop entendre les bruits violents. Donc les cris des monstres... les explosions, les trucs qui cassent, les gens qui meurent, on baisse un peu le son, voilà, histoire de choquer personne. Dans un film Godzilla. Ok, quand la violence atteint un niveau inouï, là non. Ça se passe pendant tout le film. Tu vas voir un film Godzilla, tu t'attends à en avoir un peu plein les oreilles. Je suis ressorti, j'étais... frais et dispo. Par contre, les musiques de Bear McCreary sont vraiment bien. Et ça me fait chier. Venant d'un film qui fait des trucs que je déteste profondément. C'est hyper épique, c'est hyper badass. Les gros cuivres bien graves qui font presque plus cris de monstre que les cris de monstres. Ça montre l'épique, ça montre le badass, c'est la marche du destin à coups de gros sabots de Godzilla dans ta tronche. Les violons, quand il faut. Pile comme il faut. Des chorales hyper épiques, bien drama quand il faut faire ressortir le drame, et même le divin. Parce que j'ai beau détester ça dans le film, il le fait vachement bien dans la musique. Et ça m'énerve. Mais le meilleur vraiment dans la musique de Godzilla, c'est l'hommage et l'intégration de la culture japonaise dans la musique. C'est pas un instrument qui joue de temps en temps, ou alors juste une gamme qui fait un peu asiatique, histoire de faire genre. Non, c'est vachement mieux que ça, c'est vachement mieux fait. Il y a deux choses qui ressortent particulièrement. D'abord, ils ont un genre d'orchestre, mais fait que de tambours. Alors des tambours plus ou moins gros, et ça se joue à des dizaines de personnes, des gens de chaque côté du tambour. C'est très impressionnant, c'est très épique, et ça s'intègre parfaitement à l'univers Godzilla, et ça ajoute vraiment un plus à la musique elle-même. Et le deuxième aspect qui ressort, c'est les chœurs japonais, mais d'un style particulier. C'est pas vraiment chanter, c'est crier, mais crier un peu comme tout le monde crie en même temps. Oh is, oh is, oh is. Ça a une certaine musicalité, et les Japonais ont une manière très spécifique de le faire. C'est hyper original tout en étant très cool, hyper badass. Bravo. Voilà, pour un dernier commentaire sur le film, les comment sont très bons, le pourquoi est pourri. Le deuxième film, mais en fait le premier film que j'ai vu en juin, c'est Rocketman, réalisé par Dexter Fletcher, qui est un biopic sur la vie d'Elton John. Et tout d'abord, waouh! Quelle vie de merde! Ensuite, ça va être dur pour moi vraiment de parler de ce film parce que, ça serait vous raconter le film et ça n'a plus d'intérêt. Et ensuite, c'est quasi exclusivement les musiques d'Elton John. En plus, les chansons qu'ils ont mis dedans, c'est les meilleures, qui correspondent très bien aux scènes, mais c'est les meilleures, donc elles sont cool, et puis c'est les musiques d'Elton John, donc on les connaît. Si vous les connaissez pas, arrêtez la vidéo, allez écouter Elton John, vous reviendrez après, et vous me remercierez. Par contre, Taron Egerton, qui incarne Elton John, c'est vraiment lui qui chante dans le film, et c'est vachement impressionnant. En plus, l'acteur s'efface et on voit presque Elton John, c'est vraiment très impressionnant. C'est le producteur et compositeur Gilles Martin qui a adapté les chansons d'Elton John pour le film, et c'est un gros travail, sachant que ces passages permettaient de dire beaucoup de choses en peu de temps, de manière très imagée
et très bien travaillées. Par contre, le point intéressant, c'est que si elles sont assez anachroniques, puisqu'elles n'ont pas été composées au moment de la vie d'Elton John qu'on voit, c'est vraiment impressionnant par la pertinence des chansons sur les périodes de vie d'Elton John qui nous sont montrées. Mon dernier mot, allez le voir. Le dernier film vu en juin, Men in Black International, réalisé par F. Gary Gray, et vous aurez pas besoin de vous faire flashouiller au neuraliseur parce que ce film est oubliable. Il est pas mauvais, on passe plutôt un bon moment devant, mais ça va pas beaucoup plus loin quoi. L'un des meilleurs passages pour moi, c'est clairement au début, quand l'héroïne parvient à retrouver et à infiltrer le MIB par elle-même. Ça en dit long sur elle, sur sa ténacité, sur son travail. Elle a quand même passé la majorité de sa vie à se préparer à un job qui est pas censé exister. Mais bon, la débrouillardise, ça disparaît dès que le scénario en a besoin. Elle est rentrée dans le MIB, c'est comme si elle savait plus rien faire par elle-même. Par contre, la musique de ce passage est très intéressante dans le fait que c'est la musique du MIB, fait un peu de briques et de broc, c'est un peu de violon par-ci, des bruits électroniques par-là, des bruits d'objets, des trucs qui se cassent, donc c'est un peu comme si elle faisait partie du MIB mais en amateur, fait maison quoi, et c'est très cool en termes de sens, et à l'intérieur du film lui-même. Je suis pas très fan du rôle de Chris Hemsworth dans ce film, qui est un genre de Thor en pire, même s'il y a une jolie explication à la fin du film, c'était un peu lourd et c'était pas drôle quoi. Les deux méchants sont les aliens clairement les plus créatifs du film, ils sont très très cool. Mais voilà, les créatifs font tout donner après quoi. Bon les mecs, on a des méchants qui sont vachement cool. Maintenant il nous faut trouver tous les autres aliens. Je peux pas chef, j'ai tout donné. Ouais, enfin je veux dire, à part la scène de découverte du MIB qui fait office d'aéroport apparemment, qui est d'ailleurs complètement copié-collé du premier, le reste, c'est des gens peints et des humanoïdes. Alors oui, on a le prince machin qui est un gros mauve, on a le garde du corps de la vendeuse d'armes qui est juste un grand baraqué et bleu, et puis la vendeuse d'armes qui est complètement inhumaine mais avec un troisième bras. On n'avait rien de mieux. Le pire en plus, c'est le passage quand ils sont dans une boîte de nuit, où c'est complètement des humains peints. Encore sur les deux premiers, j'exagérais, mais alors dans la boîte de nuit, c'est tous des humains peints. Waouh! On se fout de la gueule de qui? Bah, de nous, Cédric, enfin. Et ça, c'est comme pour le sound design, hein. Apparemment, l'anglais, c'est devenu la langue intergalactique. Tous les aliens le parlent, et alors parfaitement sans un brin d'accent, avec une voix normale. Quelle discipline! Et puis quel hasard! Puis en plus, voilà, il y a même pas de voix bizarre. Il n'y a pas de voix modifiée. On a un semblant de dialecte alien à un moment donné, mais dans les premiers MIB, c'était les MIB qui apprenaient les langues des autres. C'est pas tout le reste de l'univers qui apprend à parler anglais. Je veux dire, pourquoi faire inventer des langues des monstres qui sont pas capables de parler comme nous dans un film d'alien, hein? Quelle idée! Heureusement, on a la musique de Danny Elfman, qu'on ne présente plus. Si. Fait en comparaison avec Chris Bacon, qui a surtout fait des collaborations en fait, mais qui a reçu par exemple un Emmy Award pour la musique de Bates Motel. Je pense que la musique sauve beaucoup du film en 2 points. 3. 1. Elle force à elle toute seule une ambiance, même quand les scènes sont incapables d'y arriver. C'est à la fois joyeux, sérieux, sautillant, inquiétant, du Danny Elfman tout craché, et puis enfin le thème est iconique depuis le premier film, hein. Thème qui d'ailleurs revient hyper souvent dans le film. 2. Le tempo qui est quand même relativement rapide, même quand c'est calme, puisque le thème lui-même il fait tin 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 tin. Là, on est quand même autour de 130-135 à vue de nez. C'est rapide pour un film quand même, surtout quand il se passe rien. Généralement, on tourne plutôt autour des 80, voire moins. Avec ce tempo entraînant, on a l'impression qu'il y a des choses qui se passent même quand il se passe rien dans le film. Et puis enfin, la troisième, c'est la composition elle-même. Ce côté ambivalent permet de faire beaucoup de choses et de jouer sur beaucoup de choses à la fois. Le fait que les notes soient doublées ont un côté un peu enfantin, un peu cartoon, mais si on met qu'une seule note, l'ambiance est de suite très différente, et quand il en met 3 avec un rythme, en guitare on appelle ça le galop, ça donne un côté très stressant à la musique. Après, ça n'empêche pas la musique de faire des choses très différentes. Les moments où il faut que ce soit vraiment poignant, il arrive à abandonner ce thème-là, avoir des violons, avoir des flûtes, avoir de l'harpe, avoir des choses, voilà, vraiment
émotionnel. Et puis quand on est vraiment dans l'action, voilà, on arrête avec le thème sautillant et puis on est vraiment sur du sérieux, des cordes graves, du cuivre, ça envoie la patate vraiment. Et il y a pas mal de passages un peu électroniques, donc je sais pas si c'est la patte de Chris Bacon qui est rajoutée, mais c'était quand même intéressant dans le renouvellement de la musique. Voilà, pour un dernier mot, vous pouvez aller le voir, mais vous n'êtes pas obligé d'aller au ciné pour ça. Et puis voilà, c'est tout pour moi, c'était les 3 films que j'ai vus en juin, et sur ce, je vous dis au mois prochain. Ciao.